Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Le président Emmanuel Macron, dans une allocution récente, a parlé de la Russie comme d'une menace existentielle et d'ailleurs précisé que nous étions en guerre, ouvrez les guillemets, quelque part. Comment avez-vous réagi à cette déclaration? Alors, premier niveau d'analyse, je dirais, c'est un bon coup, parce que la peur permet de faire accepter des choses qu'on n'accepte pas d'habitude. C'est une technique de manipulation, mais je pense pour une bonne cause, puisqu'il faut augmenter les budgets militaires. On a une armée ridicule. Elle est bonne en qualité, mais on ne produit même pas assez pour nous. On n'a pas de drones, on n'a pas d'avions transporteurs, on n'a pas d'avions ravitailleurs. On ne peut pas faire une guerre plus de 15 jours. On l'a vu en Libye, on avait besoin des Américains, au Mali aussi. Donc c'est une bonne chose que de faire peur si c'est pour faire accepter des sacrifices qui permettraient de doubler le budget de défense pour que la France redevienne un pays qui a une vraie défense autonome. Par contre, ce qui est, à mon avis, nuisible, c'est que la diplomatie, ça se fait discrètement. La désignation de la menace et de l'ennemi, c'est le premier cours de l'école de guerre, jadis à l'époque du général Gallois, ça a une précision, les termes ont une signification. Or, si on nous dit que l'ennemi est une menace existentielle pour l'Ukraine, ben bien sûr, quoi qu'on pense, même si on est pro-russe, pour l'Ukraine, l'ennemi c'est la Russie, et pour la Russie, l'ennemi c'est l'Ukraine, parce qu'on s'entretue. Il y en a un qui a pris un bout de l'autre, et même l'Ukraine a pris un petit bout de territoire. Donc quand on attaque le territoire de manière concrète, avec des envahissements, quand on tue la population de manière concrète, c'est un ennemi qui est un groupe humain organisé, qui a des moyens et qui attaque concrètement, de manière mortelle, les gens, et qui occupe concrètement, de manière physique, le territoire. Territoire, population, on a dit. Et troisième notion, qui a été utilisé un peu par Macron, les institutions, nos valeurs, les institutions, le fonctionnement, notre démocratie. Et c'est là-dessus, surtout, que les gens qui ont parlé d'ennemis existentiels ont appuyé leur argument. Ils ont dit l'ingérence, les mots-clés qu'on achète avec TikTok en Roumanie, qui ont permis d'interdire le candidat Georgescu, c'est logique parce qu'on truque la démocratie, on fausse la démocratie en influençant les réseaux sociaux, l'ingérence, le hacking, il y a des attaques régulières contre nos hôpitaux, voilà ce qu'on nous a dit, c'est presque du terrorisme, ça pourrait un jour faire des morts pendant une opération chirurgicale s'il y a du hacking qui paralyse une infrastructure. Sauf que moi je parle beaucoup avec des spécialistes de la cybersécurité, et j'étais à Rome récemment avec le chef national de l'agence de cybersécurité. Donc c'est carrément une agence d'État, et l'Italie est un pays assez pro-ukrainien aujourd'hui et assez atlantiste, très atlantiste. Il me disait lui-même, tout atlantiste qu'il était, la chose la plus difficile, presque impossible, pour ce genre de hacking de tous les jours, sur des transports, des sociétés, des entreprises, des cabinets médicaux, etc. Il me dit, la chose la plus difficile, c'est l'attribution. Alors comment on peut être sûr que la Russie est un ennemi existentiel avec le critère selon lequel ils attaqueraient nos institutions parce qu'il y aurait du hacking, sachant que ce hacking, qui souvent est le fait de voyous, de rançonneurs, souvent, moi j'ai parlé aussi encore avec des experts qui gèrent les hôpitaux, la sécurité des hôpitaux, souvent c'est du hacking pour avoir une rançon. Souvent c'est la République dominicaine, c'est la Aka Negra, c'est la hache noire, c'est la mafia nigériane qui est très spécialisée. Dans mon dernier livre, il y a aussi un chapitre sur les mafias. On n'a aucune certitude que c'est à chaque fois des Russes. Donc si vous voulez baser la notion d'ennemi existentiel sur quelque chose qui est le plus difficile à attribuer comme le hacking, sachant que les Russes, s'ils voulaient être notre ennemi existentiel par le hacking, ils feraient ce qu'on appelle des attaques cyber sur des infrastructures stratégiques. Mais là, c'est autre chose. Une attaque sur une infrastructure stratégique, c'est Paris qui est dans le noir. C'est tout un quartier de Los Angeles qui n'a plus d'électricité ou plus d'eau. Ou des systèmes d'aération coupés avec des milliers de morts dans un énorme immeuble. On n'en est pas là. Pour l'instant, on a plein de hacking crapuleux sur plein d'institutions qui arrivent dans plein de pays dans le monde, et il n'y a pas que les Russes qui en font, puisque la plupart du hacking de type ransom, avec des demandes de rançon, ce sont des mafias latino-américaines et africaines qui sont très spécialisées, mais aussi ukrainiennes, mais aussi russes, effectivement, mais aussi chinoises, mais pas que. Certains décrivent aujourd'hui, au sein du monde occidental, une opposition entre
ce qui est présenté comme les européistes, les fédéralistes, les globalistes, avec comme leader Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, et de l'autre côté, un pôle de résistance, on peut dire un peu souverainiste, nationaliste pour certains, avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que cette nouvelle ligne de fracture existe? Je refais allusion à la magnifique interview de M. Fillon dans Valeurs il y a quelques jours, très très longue interview, qui montre bien dans le début et la conclusion qu'on peut être un peu souverainiste, on peut être contre la dérive fédérale de l'Union européenne, on peut être pour une défense française forte et européenne forte, on peut être pour la paix la plus rapide possible avec la Russie, on peut être pour le fait de bloquer ce globalisme expansionniste de l'OTAN qui est l'une des sources de la guerre en Ukraine. Tout ça, on peut être contre la dérive wokiste qui n'est pas inscrite dans la définition de la démocratie. À l'époque de Pompidou ou même de Giscard ou même de Mitterrand, le wokisme n'était pas un critère de démocratie. On peut dénoncer toutes ces dérives ou ces dérives occidentales que j'appelle de l'occidentisme expansionniste, prosélyte, arrogant, sans forcément être un Trumpiste ou un extrême droite ou un AFD. Moi, je pense que les choses sont beaucoup plus mesurées. La preuve, Fillon dit qu'il ne veut pas diaboliser l'extrême droite française, ou que j'appellerais plutôt souverainiste française. Il dit que Marine Le Pen, le FN a le droit, le RN a le droit à la parole, comme d'autres. Mais pour autant, il dit c'est pas ma tasse de thé, c'est pas la solution que je préconise. Je suis pas d'accord avec eux sur un certain nombre de programmes. Ça montre bien qu'il va quand même très très loin dans son interview et sa vision anti-globaliste. Il critique même von der Leyen, l'absence de démocratie de cette dérive fédéraliste européenne, et en plus le fait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle dit, puisque la défense est du domaine des États régaliens. La preuve, quand on veut faire soi-disant une défense européenne au cas où Trump nous lâche, on invite les Anglais qui ont fait le Brexit. Ça montre bien qu'on peut dire tout ça sans avoir à être dans un camp anti-globaliste, démagogue, populiste à la Trump, et ni forcément choisir à être du camp de la Macronie ou de von der Leyen ou des fédéralistes. Je pense que ce qui manque le plus à notre débat, c'est justement la nuance. Vous avez suivi la mise sous pression du président Zelensky par Trump et son administration. On annonce que les Ukrainiens sont prêts à signer un cessez-le-feu d'1 mois. Est-ce que ça vous surprend et quelle est votre opinion là-dessus? Ça ne me surprend pas, je pense que c'est toujours ce que j'appelle la stratégie du tâtonnement. Les rois de la stratégie sont ceux qu'on prend pour des cons. La stratégie la plus efficace dans l'histoire, c'est la stratégie taoïste chinoise du jeu de Go, ou la stratégie de ce qu'on appelle du moment opportun. Et non pas la stratégie clausewitzienne, prévue à l'avance, on va faire ça, dans un an on fera ça. Ça, c'est une stratégie qui foire tout le temps, on n'arrive jamais à atteindre un plan, ou très très rarement. Par contre, les grands stratèges qui ont une vision non clausewitzienne, ils font du tâtonnement, ils font du test des réactions. C'est ce que fait Trump dans un sens, la semaine suivante, il va dans l'autre sens, et Zelensky, pour lui, c'est intéressant parce qu'il a besoin d'une trêve pour que son armée se recycle, fasse un petit peu de rotation, etc. Mais le problème, c'est que comment convaincre Poutine d'accepter une trêve au moment où il est en train de reprendre Koursk? Ça me paraît difficile. Et comment arrêter cette reprise de succès sur 1200 km de front, alors que l'on dit très 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 lent, mais tout de même la tendance c'est un succès russe qui n'a pas fait le plein des régions revendiquées et annexées et inscrites dans la constitution russe. Je ne dis pas ça pour dire que les Russes ont raison, je me mets juste à la place des Russes. Ils ont inscrit dans la constitution le fait que 4 régions au moins, et peut-être d'autres sont reprises, doivent être pleinement russes. Or, certaines sont à 100% ou 99% et d'autres sont à 75%. Et donc, tant qu'il n'a pas fait le plein de la prise de territoire de ces 4 régions, soit par l'armée, soit par une négo avec Trump, où il dirait « moi je veux bien arrêter les combats, mais tu m'assures le 100%, tu obliges les Ukrainiens à me laisser l'entièreté des 4 régions que j'ai revendiquées ». On en est très loin. Donc voilà, moi ce que je pense qu'il y a beaucoup de gesticulation. Monsieur Trump, on le traitait de salaud il y a une semaine, quand il avait dit « tu n'as pas les cartes en main », il avait bloqué l'aide militaire, etc. Et là, depuis que cette trêve a été trouvée à Riyad, pour nos auditeurs, avec Marco Rubio, avec Mike Waltz, chef de la sécurité
et Rubio, qui est l'homme en gros d'affaires étrangères. Et de l'autre côté, il y avait bien entendu Monsieur Yermak, qui est le grand conseiller, chef de cabinet de Zelensky, qui est un très très bon stratège et un bon négociateur. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans un test, on voit si ça peut marcher. Il y a très peu de chances que ça marche. Et même si ça fonctionne, cet accord d'une trêve de 30 jours va, à mon avis, être violé très rapidement, comme l'accord de Gaza, comme l'accord avec le Hezbollah. Un accord de trêve, ce n'est pas un accord définitif. Et Poutine l'a dit très très clairement, nous ne voudrons pas d'une trêve qui permettra à l'ennemi de nous tromper ou aux amis de notre ennemi de nous tromper ou de gagner du temps. Nous voulons, de toute façon, même si on ne nous trompe pas, ce n'est pas satisfaisant, puisque la guerre en Ukraine, elle n'est pas venue uniquement à cause de l'Ukraine, elle est venue à cause d'un déséquilibre de la gestion des rapports de sécurité dans le continent européen. Tant que nous n'avons pas mis à plat jusqu'où peut aller l'OTAN, et surtout les bases, et surtout les missiles et les antimissiles, jusqu'où on peut empiéter sur une ancienne zone d'influence, et jusqu'où on n'empiète pas dans la nouvelle zone d'influence, parce que ça peut changer une zone d'influence, hein. C'est pas la même que sous la guerre froide, mais malheureusement, n'en déplaise aux idéalistes, il y a deux écoles dans les relations internationales, idéalistes et réalistes. Pour l'école réaliste, les zones d'influence, ça se respecte, parce que parfois, une bonne vieille zone d'influence, où on respecte des limites, ça peut empêcher tout simplement des guerres. Et la guerre en Ukraine ne serait jamais survenue si les Américains, pris d'hubris, n'avaient pas enfreint les zones d'influence, notamment la sphère d'influence russe, qui était parfaitement définie dans le discours de Poutine en 2007. Je ne dis pas ça pour dire Poutine a raison, il aurait fallu l'écouter, mais c'est parce que nous savions que ça allait déclencher une guerre. Ça nous coûtait quoi de nous arrêter à la Roumanie? Est-ce que l'Occident aurait perdu de la puissance? Est-ce que les Occidentaux auraient moins bien mangé? Est-ce que ça aurait nui à notre sécurité de dire, ben voilà, l'Union européenne et l'OTAN ont une limite? C'est ça, aujourd'hui, qui sera le vrai secret de la guerre, de la fin de la guerre. C'est une négociation de ce type. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est noble, que c'est beau. C'est le réalisme géopolitique et c'est très kissingerien. Et d'ailleurs, Trump est un grand ami de Kissinger. Il y a beaucoup de photos de Trump avec Kissinger. Il l'a beaucoup consulté à la fin de sa vie. Donc, il n'a pas consulté que des marchands d'immobilier, contrairement à ce qu'on dit.